Alors on met bien notre micro bien là. Alors cette année, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de photos parce qu'en fait, on s'est rendu compte que en fait, vous préfériez en podcast. Donc toutes les conférences, vous pourrez les réécouter en podcast sur le site. Voilà, donc on le fait un peu comme une émission de radio. Et ça sera plus simple parce qu'en fait, on se rendait compte que les vidéos, c'était trop lourd pour les gens de les regarder, etc. Voilà. Ben, vous me direz, si vous n'êtes pas d'accord, vous me direz. On changera peut-être, on refera peut-être des vidéos l'année prochaine, mais pour l'instant, on fait comme ça cette année. Alors Valérie Jansigo, bonjour. Donc Bonjour. Valérie est historienne, spécialisée entre autres sur la relation entre l'humain et l'animal, et puis l'impact de l'humain sur l'environnement. Elle a écrit un livre dont elle nous parlera tout à l'heure chez Actes Sud, qui est passionnant, qui s'appelle Les Français et la nature, sur notre très étrange relation, nous les Français, depuis toujours avec la nature, si on se compare aux Allemands, aux Anglais, aux Américains, etc. Et puis elle a écrit il n'y a pas longtemps cette histoire de la domestication chez Delachaux et Niestlé, l'histoire de la domestication animale, très intéressante aussi, sur alors tous les animaux. Il n'y a pas que les vaches et les cochons, hein, c'est vers à soie, etc., etc. Donc Valérie, aujourd'hui, on va parler un petit peu moins d'histoire, mais plutôt de l'intelligence animale. C'est une façon de revisiter l'histoire. Oui. Alors, l'intelligence animale, on va démarrer par des animaux qui au départ sont pas très aimés, mais sont tout à fait passionnants. C'est les lycaons. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les lycaons. C'est une espèce de chiens. Ouais, c'est un peu des chiens. Hein. Ils ressemblent plus aux chiens qu'aux loups. C'est un canidé qui a à peu près la taille d'un loup gris, avec des oreilles rondes, et il se caractérise par des taches très différentes les unes des autres, puisque en fait les individus savent se reconnaître. Et lorsqu'autrefois, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas, ça n'existe plus, deux meutes de 100 individus se croisaient, chaque individu était capable de reconnaître les autres individus, à savoir s'ils faisaient partie de sa meute ou de la meute d'à côté. Donc, et en fait, ta proposition, je t'en remercie d'ailleurs, mais elle m'a posé aussi des difficultés. Je me suis gratté la tête un long moment. Et c'est pas bon pour le cuir chevelu, mais parce que je me suis dit, intelligence animale, est-ce que j'aborderais les choses avec ces mots-là? Et comme tu sais, dans mon travail, j'accorde une grande importance au sens des mots, parce que les mots que l'on utilise ont un sens, ils ont une histoire, ils nous disent en fait beaucoup de choses de l'évolution de nos perceptions au fil du temps. C'est aussi des objets d'étude pour la science historique. Et effectivement, cette question m'a obligé à repenser un petit peu cette discussion sur cette question-là. Et le lycaon m'a paru être une porte d'entrée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vraiment étroitement lié à une expérience personnelle, parce que j'ai pu observer des images prises par des caméras haute définition avec des avions ou des drones de meutes de lycaons en chasse. Et ce que j'ai vu était absolument extraordinaire. C'est-à-dire, il y a une meute d'une quinzaine d'individus qui partent en chasse, et ils se répartissent le travail entre des rabatteurs et des tueurs. Et en fait, les rabatteurs poussent le gibier vers des lycaons qui sont en embuscade et qui attrapent au passage des proies qui essayent de s'enfuir. Et c'est déjà quelque chose d'hallucinant, sachant qu'il n'y a pas de langage articulé, sophistiqué comme nous, qu'on peut identifier. Donc, c'est vraiment une répartition des rôles instinctive. Et en plus, ce qui est absolument fascinant, c'est que ces lycaons qui vont à la queue leu-leu se mettre en position d'être abatteurs. Il y a le premier qui va à gauche, le second va à droite, le troisième va à gauche, le quatrième va à droite, et ils se répartissent comme ça. C'est-à-dire, il y a une intelligence également pour le coup, du terrain. Il faut savoir que le lycaon est le grand prédateur en Afrique qui a le taux de réussite de chasse le plus important de tous les grands prédateurs, loin devant le lion, les panthères et les autres animaux.
En fait, le problème des lycaons, c'est de conserver leurs proies qui se font en général voler par d'autres opportunistes, notamment les lions. Le fait qu'il y avait autrefois des grandes meutes les protégeait un petit peu pour garder les proies le plus longtemps possible. Le lycaon est aussi un animal qui interroge cette question d'intelligence parce que vous savez que chez le loup gris, il y a un mâle et une femelle alpha qui dirigent en fait, enfin qui sont les seuls à se reproduire au sein d'une meute. Et dès que le mâle ou la femelle commence à être un peu âgé, à être blessé, etc., ils sont impitoyablement chassés et remplacés par un autre individu. Chez les lycaons, pas du tout. On a observé dans une meute une femelle qui était incapable de chasser et qui a été nourrie pendant plusieurs années par l'ensemble de la meute et elle n'a pas perdu pour autant son statut de femelle alpha. C'est elle qui se reproduisait. Donc c'est des choses absolument incroyables et qui interrogent effectivement, pour répondre toujours à ta demande, à cette question d'intelligence. Puisque le lycaon est un canidé et que, comme tu sais, j'ai abordé la question de la domestication, je me suis intéressé effectivement à l'intelligence du chien par rapport à celle de son ancêtre sauvage, à savoir le loup gris. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que le chien domestique est capable d'avoir une interaction avec les êtres humains qu'un loup, même élevé à sa naissance, est incapable d'avoir. C'est-à-dire, déjà, il vous regarde droit dans les yeux, le chien, et il est capable, par son comportement, sa gestuelle, à vous dire mes gâteaux préférés sont sous l'évier, là, il suffit de tendre la main ou ma laisse pour faire ma sortie et de ce côté. Et le chien est capable de faire ça. Encore une fois, un loup, même élevé à sa naissance, ne sera pas capable de faire ça. Et plus intéressant encore, un chimpanzé ou un gorille, même élevé à la naissance, ne sera pas capable d'avoir ce type d'interaction-là. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chien peut faire ça parce qu'il a fait l'objet d'un mécanisme particulier qui est la domestication, c'est-à-dire on a sélectionné des individus, je reviendrai là-dessus, pour aboutir à quelque chose de différent par rapport à son ancêtre sauvage. Et il y a un animal, un troisième larron, qui est le dingo, qui vit en Australie. Et c'est un chien qui n'est pas totalement chien, mais qui n'est plus du tout loup. C'est un carnivore qui est entre les deux. Et par exemple, Konrad Lorenz avait élevé un dingo, et ce qu'il observait, c'est que par exemple, le dingo était incapable de le suivre en promenade. Si le dingo avait décidé d'aller de ce côté alors que Konrad allait de l'autre côté, il allait de ce côté. Il n'avait pas peur d'une punition s'il faisait une bêtise. Vous savez, les chiens, si on les gronde, se mettent tout de suite dans une position de soumission pour montrer que oui, ça y est, ils ont compris qu'ils ne le referont plus jamais. Ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ils le font. Le dingo, pas du tout. Il n'en a vraiment rien à faire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui caractérise le chien comme animal domestique n'est pas totalement ancré dans le dingo. Il est certes plus un loup, mais il n'est pas encore un chien. Et on se rend compte qu'avec ces trois exemples, entre des formes parfaitement domestiques, comme le chien, des animaux parfaitement sauvages, comme le loup gris, il y a une zone grise, une zone intermédiaire où beaucoup d'espèces se situent entre les deux. Le chat, par exemple, est quelque part entre les deux. L'abeille, aussi domestique, est quelque part entre les deux. Tu citais le ver à soie. Le ver à soie est par contre une espèce totalement domestique. Le ver à soie est incapable de vivre dans la nature sauvage. Si on regarde des élevages de ver à soie, même dans son milieu d'origine en Chine, on n'en trouve jamais qui arrive à survivre à l'extérieur parce que la sélection a tellement été importante qu'il est incapable de vivre sans être humain. Il y a un autre animal comme ça, c'est le canari, mais ça, c'est autre chose. Alors concernant le chien, parce que souvent, Pierre Jouventin, par exemple, nous avait dit que c'était une question de maturité, que le chien était un loup ado, et que c'est pour ça qu'il était très obéissant, un peu craintif, etc. Donc est-ce que le dingo, c'est pas simplement qu'il est très mature et qu'il s'en fiche complètement de ce que Conrad lui dit? Non. Maturité, c'est... Alors, plus exactement,
la domestication, et ça c'est valable pour à peu près toutes les espèces, conduit à faire apparaître ou à garder chez les individus adultes des caractéristiques des juvéniles. Par exemple, que ce soit morphologique ou comportemental. Le fait chez un chat une partie de son comportement à l'égard des êtres humains s'explique par ce caractère, cette caractéristique juvénile. C'est parce que la sélection revient, pour aboutir à la domestication, revient à sélectionner des gènes qui sont impliqués dans les productions hormonales, qui conduisent à modifier et à diminuer la capacité d'avoir peur, la capacité d'être agressif. Et ce faisant, ça agit sur des gènes qui ont d'autres conséquences, à savoir la couleur du pelage. Par exemple, les animaux pie, vous voyez les vaches à coal, ces grandes plages blanches qu'on a aussi chez le chien, le chat, chez le lapin et d'autres, le cochon, d'autres animaux domestiques, est une caractéristique issue des gènes que l'on a sélectionnés pour le comportement. Il faut savoir que les gènes souvent ont des effets en cascade, pas toujours de façon simple, mais il y a souvent des effets en cascade. Et les gènes qui régulent le comportement, notamment liés à l'agressivité et à la peur, régulent d'autres choses. La taille, la forme des oreilles, la forme de la queue, la longueur des poils, le nombre d'œstrus, c'est-à-dire le nombre de périodes où une femelle peut être fécondable. Et tout cela se retrouve en fait chez la plupart des animaux domestiques. Donc ça, c'est ce que vous appelez le syndrome de la domestication dont vous parlez, avec le cerveau qui est plus petit. Ça, j'aimerais bien que vous en parliez, parce que et Darwin disait que nous aussi, on avait le cerveau plus petit, comme si on avait été domestiqués. Vous pouvez nous expliquer ça? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse de savoir qu'ils ont un tout petit cerveau. Ce qui explique beaucoup de choses quand on regarde les êtres humains. Il faut savoir que Charles Darwin a fait une œuvre considérable. Je vous invite à lire du Charles Darwin si vous voulez savoir ce qu'il a dit. C'est simple, ouvrez ses livres parce que c'est un délice. C'est vraiment prodigieusement intéressant. Certes, il a écrit beaucoup et souvent des ouvrages longs, mais ça mérite l'effort. Il y a une récompense au bout. Et Charles Darwin s'est toujours beaucoup intéressé à la domestication parce qu'il voyait dans l'acte de l'éleveur qui sélectionne des individus pour produire quelque chose de nouveau une sorte de modèle lui permettant de penser la sélection naturelle. La sélection artificielle, en fait, éclairait la sélection naturelle. Il était lui-même un éleveur de pigeons. Et donc, il a consacré plusieurs ouvrages à la domestication. Et ce qu'il avait observé, c'est que les espèces domestiques, animales comme végétales, mais on va s'intéresser qu'aux animaux, présentent des caractéristiques communes que n'ont pas leur alter ego sauvage. Effectivement, un cerveau réduit par rapport à la masse complète de l'animal, des robes avec des couleurs pie, comme je disais, des poils différents, une queue souvent en tire-bouchon, des oreilles cassées, une face un peu plus réduite, qui a tendance à être moins proéminente, et une taille plus petite, parfois plus importante, mais en tout cas une différence de taille, des œstrus, comme je disais. Et effectivement, le cerveau plus petit est une caractéristique que l'on observe chez toutes les espèces réellement domestiques, vraiment. Chez le cochon, ça va jusqu'à 30%. C'est quand même pas rien. Par rapport au sanglier? Par rapport au sanglier vraiment sauvage. Sans mélange de gènes, parce que le sanglier et le cochon, notamment en Europe occidentale, c'est devenu un bazar pas possible, à tel point parce qu'il y a eu des échanges en fait de populations, et on peut difficilement dire que les sangliers sont pas un peu cochons, quoi. C'est un peu. C'est les fameux cochongliers. Oui, ce que ne veut pas entendre parler les chasseurs, mais c'est une réalité génétique. Sauf que lorsque Darwin avance son idée qui a des caractéristiques communes, on n'appelle pas ça encore le syndrome de domestication, c'est une appellation qui arrive après, il ne connaît pas la génétique. Il voit un mécanisme, il voit quelque chose qui se manifeste chez beaucoup d'espèces,
mais il ne peut pas en expliquer la cause. Il émet juste une hypothèse qui est que très probablement la domestication s'est faite en fonction des critères liés à la docilité. Et que ces critères, parce que pour des raisons assez simples, un éleveur qui met en élevage une espèce sauvage, s'il a des individus hyper agressifs ou qui cherchent à fuir dès la première occasion ou qui se jettent sur les barrières de leur enclos jusqu'à se tuer, l'élevage va tourner court, clairement. Donc il pense que la docilité a été un moteur. Mais il ne peut pas l'expliquer. Il a cette intuition. Et il a fallu attendre les années 1950 et 60 pour qu'un généticien russe mette en place un élevage important de renards argentés qui était utilisé déjà en élevage pour la fourrure. Et il va faire une expérience très simple qui vous explique d'ailleurs au passage comment se passe la domestication. Il va prendre des renards, il va les mettre en élevage et il va faire une expérience sur des jeunes renardeaux. À savoir une expérience très simple, il fait rentrer un être humain dans leur enclos et il va garder les renardeaux qui présentent le moins de peur ou d'agressivité face à cet être humain. Il va éliminer les autres. La domestication est une affaire brutale. Hein. On ne domestique pas par, avec bienveillance. C'est simplement on fait se reproduire certains individus, on élimine les autres. Donc c'est ce qu'il fait avec ces renards, il en garde certains, il les fait se reproduire ensemble, génération d'après, il recommence l'expérience, il va recommencer génération après génération après génération. Et au bout de 30 à 40 générations, il va observer des signes indéniables de ce que décrivait Darwin, à savoir des renards avec des oreilles cassées, des queues de renards qui commencent à être un petit peu en tire-bouchon, vous savez, comme les chiens, c'est assez typique. Une diminution de la face, des œstrus beaucoup plus fréquents dans l'année, ce qui est important d'ailleurs pour les éleveurs parce que ça permet d'assurer une reproduction plus aisée des troupeaux. Certes, il n'a pas fabriqué un renard aussi domestiqué que le chien, mais la domestication du chien a pris des siècles, voire des millénaires. Donc, c'est forcé qu'en quelques générations, il n'a pas pu obtenir. Mais il a obtenu quelque chose qui est justement dans cette zone grise intermédiaire d'un animal qui n'est plus tout à fait sauvage, qui n'est pas encore totalement domestique, si on compare par rapport au chien, et qui est entre les deux. Et ce faisant, il a pu montrer, il y a d'autres études qui ont examiné génétiquement ce qui se passait, que ce travail de sélection du plus docile, de ces renards les plus dociles, aboutissait à quelque chose de nouveau. En fait, l'intuition de Darwin, comme souvent, était juste. Et ces renards devenus plus dociles avaient une caractéristique, c'est que lorsqu'un être humain rentrait dans leur cage, alors qu'ils n'étaient pas élevés auprès des êtres humains, ils étaient maintenus isolés, eh bien, ils cherchaient le regard, et ils soutenaient le regard. Ça, c'est une expérience que l'on fait, par exemple, qu'on a fait avec le chien, le loup et le dingo. Pareil, dans une cage, il y a un animal, on fait rentrer un être humain qui s'assoit, il ne fait rien d'autre, et on regarde le nombre de fois que le chien soutient le regard de l'être humain. Et en fait, le chien regarde beaucoup et longtemps, le loup très peu et très peu souvent, et le dingo est quelque part entre les deux. Et c'est vraiment effectivement un signe assez clair de cet effet de domestication. Alors, je voudrais juste revenir quand même sur le cerveau de l'humain. Ah oui. Le rapport avec Darwin, parce que... Oui, alors... Darwin avait fait remarquer que lorsqu'on compare Homo sapiens de ses ancêtres les plus proches, la masse du cerveau par rapport à la masse totale était plus faible. On a en fait un cerveau un peu plus petit que néandertalien par rapport à sa masse totale. Et qu'également la face était plus plate. Certes, les oreilles ne tombaient pas et la queue n'était pas en tire-bouchon, mais... Enfin, on ne sait pas, hein, ça dépend des gens. Mais en tout cas, il y avait des caractéristiques qui étaient assez nettes, des œstrus beaucoup plus fréquents, ça c'est clair, et un comportement moins agressif et moins violent puisqu'on pouvait vivre en des communautés beaucoup plus grandes. Donc il a dit, c'est comme s'il y avait une sorte de sélection, d'autodomestication de l'espèce humaine,
en sachant, parce qu'il est très prudent, il ne va pas sur des généralisations abusives, il fait remarquer que la différence avec la domestication classique, c'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité. L'éleveur va intentionnellement garder certains individus. Certes, les tout premiers élevages, notamment du chien, on ne savait pas qu'on allait obtenir un chien quand on faisait des sélections de loups moins agressifs. Mais on les sélectionnait quand même en fonction de leur agressivité. Tandis que pour l'être humain, s'il y a eu sélection, il n'y a pas eu de sélection intentionnelle. Il n'y a eu aucun élevage en se disant « Tiens, on va garder cet être humain parce qu'il paraît un peu plus sympa que son frère ». Ça, il n'y a pas eu. Heureusement, mais il n'y a pas eu. Donc, s'il y a eu domestication, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin parce que ce n'est pas une véritable domestication. C'est comme s'il y avait une forme de domestication. Ce qui permet, encore une fois, c'est toujours ce qui est très délicat dans les choses qui sont similaires. Deux éléments peuvent être similaires sans forcément être identiques. C'est deux notions qui sont différentes. Et dans le cas de l'intelligence animale, on voit beaucoup de choses qui sont similaires à ce que l'on peut connaître chez l'espèce humaine, sans pour autant être identiques. Et que l'écart qu'il y a entre les deux est parfois abyssal. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors là, maintenant, on passe à un autre sujet avec le coucou. Oui, animal fascinant. Je parlais de ce qui avait été transmis par hérédité pour le chien. C'est-à-dire cette sélection artificielle fait que le chien, dès sa naissance, a instinctivement des capacités particulières. Cette notion d'instinct peut paraître antagoniste à la notion d'intelligence, parce que pour nous, très souvent, lorsqu'on parle d'intelligence, c'est une intelligence libre et spontanée, en quelque sorte. L'exemple du coucou montre qu'il peut y avoir des animaux avec des comportements extrêmement sophistiqués, purement par instinct. Je vous rappelle le coucou. Un jeune coucou naît dans un nid appartenant à d'autres espèces, et la première chose qu'il va faire, c'est se débarrasser des œufs ou des poussins qui sont autour de lui, parce qu'il a besoin, puisqu'il va être en définitive beaucoup plus gros que ses parents adoptifs, de toute la nourriture nécessaire. Donc il s'arc-boute, il naît d'ailleurs un peu plus tôt, il a une période de croissance plus rapide que les autres œufs. Il s'arc-boute alors qu'il vient juste de sortir de l'œuf contre ses voisins pour les éjecter du Sympa, nid. Sympa le bébé. Hein. Ça commence bien. La nature n'est pas toujours sympa. Il se fait nourrir, il devient donc un oiseau quand même d'assez belle taille. Les parents s'épuisent à nourrir ce bec toujours affamé parce qu'il fait quand même 3 ou 4 fois leur masse, donc c'est quand même pas rien. Et lui, alors qu'il n'a jamais vu aucun autre coucou, est capable, au moment de la fin de la belle saison, de savoir qu'il faut migrer. Et il va au sud du Sahara pour passer l'hiver. Et une fois qu'il aura passé l'hiver, alors qu'il n'a jamais vu d'autres coucous, il va revenir en Europe. Et là, si c'est un mâle, il va pousser son fameux cri. Si c'est une femelle, elle va recommencer à repérer un nid. Et le cycle va se perpétuer. Et là, c'est un bel exemple d'un comportement d'une complexité incroyable qui est purement dicté par l'instinct, qui est purement dicté par les gènes reçus. Il n'y a aucun apprentissage d'un bout à l'autre. Cette question d'intelligence, de ce que l'on fait par intelligence, peut être aussi interrogée par un autre exemple d'animaux, d'organismes parasites. J'ai une passion pour les parasites. Les parasites, c'est génial en fait. C'est vraiment la partie du monde vivant la plus passionnante qui existe. Je suis désolé, ce ne sont pas les plantes. Désolé, ce ne sont pas les animaux. Mais les parasites, c'est extraordinaire. Il y a des parasites de partout. Il faut savoir. On en a plein le corps. Hein. Oui, mais pas seulement. Il faut savoir que. Il y a des parasitologues qui estiment qu'environ un animal sur 2 est un parasite, au moins durant une période de sa vie, et que quand on regarde les relations trophiques, c'est simple, c'est qui mange qui. Et que dans les relations trophiques de la nature, à peu près 75% concernent des parasites. Donc le parasitisme est omniprésent dans le monde naturel. Pas du tout chez les mammifères.
peut pas être bon partout, mais dans le reste du monde animal, c'est omniprésent, mais aussi chez les plantes en partie et chez les champignons notamment. Et le parasitisme a une caractéristique, c'est pour ça que j'adore, qui interroge cette notion d'intelligence, de capacité, qui est la manipulation parasitaire, manipulation comportementale. Je vous explique. On va prendre un nématode. Un nématode, c'est un ver, un invertébré qui croît dans le corps de criquets, de grillons, pardon, dans le corps de grillons. Et à un moment, ce nématode a besoin de sortir du corps du grillon, d'aller dans un cours d'eau pour pouvoir se reproduire. Sauf que le grillon ne vit pas dans les cours d'eau, il n'aime pas les zones humides. Qu'à cela ne tienne, le nématode va se livrer à une guerre chimique à l'intérieur du corps du grillon pour changer son comportement. Et les grillons vont être subitement attirés en pleine nuit par ce qui brille. Et qu'est-ce qui brille la nuit dans la nature ? C'est un cours d'eau éclairé par la lune. Et donc on voit des grillons se jeter dans l'eau, ce qu'ils n'auraient jamais fait s'ils n'avaient pas eu à l'intérieur de leur corps un nématode. Et dès que le grillon arrive dans l'eau, le nématode sort du corps du grillon, il fait 20 cm. Le grillon ne meurt pas, c'est-à-dire si on le recueille, on le fait vivre, il est un peu quand même traumatisé. Par exemple, il n'arrivera jamais à avoir une reproduction. Il n'arrive pas à finir par devenir adulte, parce que le parasite a pompé quand même l'essentiel de sa nourriture. Et le nématode est tout content, sauf s'il tombe dans une piscine, parce qu'il va pouvoir en fait se reproduire. Les œufs qu'il va produire vont finir par être déposés sur la terre ferme via un hôte intermédiaire, peu importe, et des grillons vont être infectés et le cycle va se poursuivre. Et cette manipulation parasitaire se retrouve chez bon nombre de parasites. Je vais vous donner un exemple, c'est des champignons parasites qui croissent d'abord dans le corps de fourmis. Et ils ont besoin, ces champignons, de faire des spores, sauf que l'intérieur de la fourmilière est un mauvais endroit pour eux. Ils ont besoin d'un endroit un peu en altitude, avec des conditions météo assez précises. Qu'à cela ne tienne, ce champignon va modifier le comportement de ces fourmis qui vont se mettre, la fourmi infectée, à sortir de la fourmilière, à grimper toute seule la nuit, se grimper sur un arbre, un buisson, etc. Et là, le champignon va finir par tuer la fourmi. Le champignon va finir par se développer, c'est absolument magnifique à voir, libérer des spores et la reproduction va pouvoir se faire. Autrement dit, le comportement et donc l'intelligence, c'est très compliqué parce que on voit bien que des comportements complexes peuvent être réussis par beaucoup de facteurs. Effectivement, l'expression de gènes, comme avec le coucou, l'expression d'un organisme autre manipulateur. Je pourrais parler de la toxoplasmose, qui est également un microbe que vous connaissez certainement au moins de nom. Et la toxoplasmose a besoin de deux hôtes, la souris et le chat. Normalement, une souris évite de se faire manger par les chats, sauf que ça n'arrange pas la toxoplasma. Donc, pareil, manipulation comportementale, et les souris infectées vont se mettre à être suicidaires. C'est-à-dire à sortir en pleine lumière, à ne pas éviter des endroits où elles pourraient être protégées, et en particulier, chose curieuse, d'être attirées par l'urine de chat, ce qui est quand même une très mauvaise idée quand on est souris. Et donc, ça va augmenter la probabilité de se faire prédater. Et on a même expliqué que puisque les êtres humains peuvent être par accident infectés par de la toxoplasma, on peut penser que certaines formes, ça a été avancé, il n'y a aucune preuve ni de près ni de loin, donc il faut le prendre vraiment avec beaucoup de précautions, mais certaines formes de dépression pourraient peut-être s'expliquer par cette manipulation parasitaire, parce que
ce micro-organisme qui est dans votre corps continue à sécréter ces produits chimiques de manipulation sans se rendre compte qu'il n'est pas du tout dans une souris, mais dans un être humain qui a peu de chances de se faire manger par un chat. Mais il continue à faire sa guerre chimique et ça peut très bien altérer la conscience. Donc on voit bien que ces phénomènes d'intelligence doivent être expliqués de façon diverses et variées parce que c'est toujours extrêmement compliqué. Et puis on se rend compte que finalement le parasitisme et la domestication, il y a des parallèles. C'est toujours manipuler l'autre pour son propre intérêt. Oui, à une différence près, c'est que le parasite n'hérite pas d'une culture de sa manipulation parasitaire. On sait pas, il y a peut-être des congrès de parasites pour savoir comment encore mieux manipuler. Je connais aucun collègue parasitologue n'ayant reçu de carton d'invitation. Je pense qu'il serait assez frustré. Non, c'est pour le coup. Nous, on a. Il faut bien voir dans le cas de la domestication, parce que tu me tends une perche que je vais m'empresser de saisir. Il faut bien comprendre pourquoi l'être humain a domestiqué les différentes espèces. Dans le cas du chien, c'est clair, c'était pour avoir un auxiliaire de chasse. On sait, pour avoir étudié des peuples de chasseurs-cueilleurs, qu'un chasseur qui va chasser avec un chien a plus de chances de ramener des proies que s'il part tout seul. Et à tel point que les formidables extinctions dues à nos ancêtres préhistoriques partout sur Terre, il faut savoir que lorsque la Terre a été peuplée par l'espèce humaine, ça a entraîné des vagues d'extinction absolument massives. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, lorsque l'être humain arrive en Amérique du Sud il y a 12 000 ans, ça entraîne la disparition de 70 genres d'animaux de plus de 40 kilos, notamment des paresseux qui ont la taille d'un petit autobus. Lorsque l'être humain arrive à Madagascar pour la première fois, il entraîne l'extinction de tous les mammifères de plus de 40 kilos. Lorsqu'il va coloniser les îles de Méditerranée ou les îles Caraïbes, c'est grosso modo, pour les Méditerranée, tous les mammifères endémiques qui disparaissent, et pour les Caraïbes, c'est quasiment tous les mammifères terrestres endémiques qui disparaissent. Donc c'est pas rien. Et on explique cette réussite par l'intelligence humaine, sa capacité à chasser en groupe, à maîtriser le feu, à dialoguer, par l'usage du chien, par un goût immodéré de la viande. L'être humain est assez spécial de ce côté-là. Et ça a entraîné effectivement une extinction. Donc clairement, le chien a été domestiqué comme auxiliaire de chasse. Dans le cas des autres espèces domestiquées, il faut savoir que nos ancêtres préhistoriques qui ont domestiqué le chien étaient des chasseurs-cueilleurs et il reste des chasseurs-cueilleurs après la domestication du chien. Il n'y a pas de transformation visible, j'insiste là-dessus, chez ces peuples. Il y a un impact net en termes de biodiversité sauvage, mais de conséquences visibles sur les peuples eux-mêmes, on n'en voit pas. Par contre, la domestication des grands herbivores qui suivent la domestication du chien, cochons, vaches, chèvres, moutons, la vache évidemment, va entraîner une transformation radicale des sociétés qui vont devenir des sociétés plus hiérarchiques. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont des sociétés inégalitaires, mais avec aucune hiérarchie ou une très faible hiérarchie. Les sociétés d'éleveurs deviennent nettement plus hiérarchiques et la propriété est intimement liée à la constitution des troupeaux. Et ça va au passage dégrader la situation des femmes parce que la liberté des femmes est intimement liée à la possession également de troupeaux et la formation de la propriété. C'est des choses... C'est pour ça qu'on va les échanger contre des vaches après. Entre autres, voilà, oui. C'est cool. Ou, par exemple, quelque chose qui n'existe pas chez des peuples qui ne sont pas des peuples d'éleveurs, l'apparition des harems. Les harems, par exemple, sont une caractéristique, c'est exactement comme on fait avec un troupeau. On a des bergers, c'est les eunuques, on a des femelles en âge de se reproduire, et on a un mâle dominant qui féconde tout le groupe. Et c'est exactement le modèle appliqué. Et on ne trouve pas ce type-là ailleurs que dans les sociétés d'éleveurs. Cette question d'intelligence et de ce qu'on... Enfin, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? C'est aussi quelque chose qui m'a
puisque j'ai commencé à parler de l'émergence des sociétés inégalitaires, il faut bien voir à quel point la domestication a été, comme je le disais tout à l'heure, un phénomène brutal, et qu'on a transformé des animaux sauvages pour les rendre compatibles avec nos modes de vie, voire avec notre appréhension du réel. Je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple du cochon d'Inde. L'ancêtre du cochon d'Inde, on le connaît parce qu'il a survécu, contrairement à l'ancêtre du cheval, par exemple, qui a disparu. Et le cochon d'Inde, donc son ancêtre, c'est le cobaye. Le cobaye a une caractéristique, c'est qu'il est plutôt territorial. Les mâles s'excluent violemment du même territoire. Donc si on met 2 mâles dans une même cage, il n'y en a plus qu'un au bout d'un moment. Et les femelles aussi manifestent une certaine agressivité les unes avec les autres. Donc en termes d'élevage, c'est pas l'idéal. Et la domestication a abouti à l'émergence de cochons d'Inde qui arrivent à vivre dans des surfaces sont beaucoup plus nombreux sur une surface réduite, sans ces violences-là. Donc c'est idéal pour l'éleveur. Et ce que l'on a gommé, c'est la capacité de violence et cette capacité d'indépendance. C'est-à-dire qu'on a rendu globalement les cochons d'Inde totalement apathiques. C'est ce qu'on a fait avec l'ensemble des animaux domestiques. On les a rendus tolérables, tolérants face au stress des conditions de vie qu'on pouvait leur offrir. On les a en fait amenés à notre dimension. Et tout ça par la peur. Et là, on a fait disparaître la peur. Voilà, oui. À disparaître la peur, ou elle a changé de paradigme parce qu'il a peur de l'éleveur. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on a réussi à... c'est normal que l'être humain inspire de la peur, vu le massacre généralisé qu'on a fait depuis la préhistoire. Il y a un phénomène qui est marquant, alors là, historiquement, qui est absolument fascinant, c'est ce qu'on appelle la géographie de la peur. La géographie de la peur a été étudiée chez des herbivores. Par exemple, on se rend compte que des herbivores qui vivent à proximité de loups ne passent pas le même temps à brouter que lorsqu'il n'y a pas de loup. En fait, ils apprennent qu'il n'y a pas de loup et du coup, ils broutent plus souvent parce qu'ils ont moins besoin d'observer tout autour d'eux pour éviter de se faire croquer. Mais dans le cas de l'être humain, on se rend compte que, par exemple, des peuples de chasseurs-cueilleurs qui, vous savez, ils sont itinérants, ils arrivent quelque part et immédiatement, il y a une fuite de la grande faune. Toute celle qui peut fuir, fuit. En fait. Et elle disparaît de ces territoires non seulement parce qu'elles sont chassées, mais surtout parce qu'elles ont peur et qu'elles évitent ce territoire-là. On peut même l'observer d'un point de vue archéologique. Je connais des travaux faits sur des sites archéologiques de la côte du Pacifique chez des paléo-indiens, donc il y a 12 000 ans ou 10 000 ans de ça. Des peuples qui vivaient sur la côte et qui chassaient beaucoup les loutres de mer. Et bien en fait, dès qu'un village apparaît d'un point de vue stratigraphique quelque part, on voit des traces de villages s'installer, et bien en fait, il n'y a plus d'ossements de loutres de mer parce qu'elles fuient. Donc, la relation de peur à l'être humain est normale, puisque, encore une fois, on est une espèce dominante qui a une particularité, c'est qu'on n'est pas un grand prédateur, on est un hyper-prédateur. C'est-à-dire qu'on est l'espèce animale qui chasse le plus grand nombre de proies, que ce soit en diversité, je dirais, biologique, le plus grand éventail de tout ce qui est chassable et chassé. Aucun autre animal n'a cet éventail-là. Et pour revenir sur la peur, sur l'intelligence, est-ce que justement, il n'y a pas une intelligence de la peur? Je pensais aux herbivores dont tu parlais. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur l'intelligence de la proie. Ces proies qui sont justement obligées de comprendre les humains qui arrivent, d'observer extrêmement bien, etc. Tout ça pour se défendre. Est-ce que ça crée pas une autre forme d'intelligence? C'est pas une question d'autre forme d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a toujours une plasticité dans le comportement. C'est-à-dire, enfin, il y a toujours. Il y a parfois une plasticité dans le comportement, c'est-à-dire qu'il y a certes des comportements innés
que l'individu va reproduire de façon inlassable, mais il y a une souplesse. Une adaptabilité. J'ai parlé de l'araignée dans l'espace parce que non, justement, on peut parler de l'araignée dans l'espace. Je vais vous parler de l'araignée dans l'espace. Oui. Autre passion manifestement de Valérie. Elle a les yeux qui brillent dès qu'elle parle de l'araignée. C'est normal, c'est quand même. C'est trop bien les araignées. C'est génial les araignées. Oui, un peu derrière les parasites, mais c'est génial quand même. Les araignées, vous connaissez les araignées dites orbitales, ces araignées qui font des toiles en forme de roue comme ça, merveilleux quand il y a un peu de rosée le matin. Vous pouvez utiliser par exemple un pulvérisateur à eau, vous savez, vous faites ça pchit, comme ça vous permettre de voir apparaître où sont les araignées, c'est très pratique. Gilles Renard disait que c'était une rivière de diamants quand il y avait de la rosée comme ça. C'est joli comme phrase. Mais c'est pas éternel pour le coup. Ah oui. Mais ça coûte moins cher. Et donc, il faut voir que la fabrication de ces toiles orbitales repose, est assez complexe. Il y a plusieurs types de soies qui sont utilisées par l'individu. D'abord, il va faire un fil de charpente en passant plusieurs fois, puis il va se mettre au milieu. Il va se laisser tomber, gravité aidant, et ce fil de démarrage va lui permettre de faire une première structure, et puis après il va faire une spirale provisoire qu'il remplacera après par la spirale définitive. Donc c'est vraiment une construction complexe dans laquelle la gravité joue son rôle. Donc on a eu l'idée, l'être humain, d'emmener des araignées orbitales dans l'espace pour savoir comment elles se débrouillaient sans gravité. Et là, on s'est rendu compte qu'au bout de 3 jours, ces araignées prévues, qui n'ont plus de gravité à leur disposition, arrivaient, malgré tout, à faire une toile orbitale. Alors certes, par rapport, il y avait plus de centre de la Terre, donc un peu n'importe comment, elles étaient... la roue était grosso modo plane, elles arrivaient quand même à le faire. Et là, on voit bien, pour répondre à ta question tout à l'heure, qu'il y a un comportement instinctif, fabriquer la toile, qui répond à, par exemple, l'angle entre les rayons ou la distance entre la spirale est vraiment dictée par l'espèce. C'est vraiment, il y a vraiment... L'instinct, là, joue vraiment son rôle. Mais cet instinct n'empêche pas une capacité, une intelligence, on dirait, de s'adapter à une contrainte qui n'a jamais été vécue par aucune araignée, parce que les araignées ne fabriquent pas de fusées, donc ont rarement l'occasion d'aller en apesanteur. Mais elles y arrivent quand même. Et là, on se rend compte que cette question d'intelligence, c'est pas... intelligence ou pas intelligence, c'est cette capacité de s'adapter. Et très souvent, effectivement, ce que l'on voit comme étant de l'intelligence, c'est cette capacité d'adaptation. Mais la distance, en quelque sorte, d'adaptation est limitée malgré tout par les capacités d'un organisme. C'est-à-dire, c'est pas de s'adapter à n'importe quoi. On va pas voir subitement une araignée fabriquer un ordinateur. Donc, c'est forcément des choses limitées. D'autant plus que l'araignée, il n'y a pas d'apprentissage. Là, on est encore de l'intelligence comme pour les coucous, parce que là, les mamans n'apprennent pas aux petits. Je crois que ça reste très solitaire. Pour faire de la soie, non. Est-ce qu'il y aurait des... Alors déjà, parce que les femelles sont souvent mortes lorsque les petits émergent, voire boulottent leur mère, ce qui ne fait pas des relations... il y aura un fruit des araignées sont pas un peu compliqué. Déjà que la mère a mangé le mâle. Des années d'analyse, là, c'est clair. Mais non, il n'y a pas d'apprentissage à ma connaissance. Et c'est ça qui est dingue, comme chez le poulpe, où il n'y a pas d'apprentissage non plus, parce que la maman est morte quand il y a les bébés qui naissent, et qui sont parmi les animaux les plus intelligents. Donc ça aussi, c'est quand même très intéressant de savoir comment les animaux peuvent être aussi intelligents, parfois sans apprentissage. Je dirais, alors c'est le mot intelligence, moi, qui me bloque, et je vais expliquer pourquoi. Parce que je parlerai plutôt de capacité d'adaptation. C'est cette souplesse adaptative. Oui, c'est vrai qu'intelligence, ça regroupe un peu tout. Hein. Voilà, c'est le problème. Mais pourquoi c'est le problème? Parce que c'est le problème déjà de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine? Là, on va entamer un vaste champ. Question. Parce que, je ne sais pas, organiser une guerre mondiale, par exemple, réclame énormément d'intelligence.
organiser, je sais pas, moi, la traite à l'esclavage réclame aussi beaucoup d'intelligence. Est-ce que peut-être que la notion qui manque, c'est cette notion d'adaptation et une notion supplémentaire qu'il faudrait ajouter aux êtres humains, qui est la notion de libre arbitre. C'est-à-dire que lorsque le coucou sort du nid et commence à migrer, on ne voit pas la place du libre arbitre. Il ne s'interroge pas en se disant « est-ce que je partirai pas, tiens, cette année, plutôt en Sibérie ?» Il y a des accidents, c'est-à-dire il y a des migrateurs qui se trompent de route, etc. Mais c'est pas le libre arbitre pose question, l'emploi du libre arbitre. Et je vais vous donner un exemple. C'est la question. Je me suis intéressé aux hyènes. Et vous savez peut-être que les hyènes, passionnant comme animal. Les hyènes femelles ont des organes génitaux extrêmement particuliers puisque elles urinent à travers le clitoris, et le clitoris en fait est aussi long que le pénis du mâle en fait. Et vraiment anatomiquement, on peut se tromper. C'est difficile à avoir les organes génitaux du mâle et de la femelle, de les distinguer. Pour l'accouplement, puisque l'accouplement est forcément volontaire de la part de la femelle. Elle doit contracter ses organes génitaux pour permettre, s'il y a des enfants qui se bouchent les oreilles, pour permettre en fait l'introduction du pénis. Si elle ne le veut pas, il n'y a pas de fécondation possible. Et quelque part, c'est outre le fait que la hyène femelle est toujours plus grosse que le mâle, et je crois qu'aucun mâle ne risquerait à se ramasser un coup de morsure d'une femelle, parce qu'ils ne sont pas totalement idiots. Mais c'est quand même c'est très intéressant parce que, à ma connaissance, et ça c'est un sujet très peu étudié par les naturalistes, je me suis intéressé à l'histoire justement de ces questions-là, c'est que c'est grosso modo le seul mammifère où la reproduction non consentie n'existe pas. Le viol, en fait, n'existe pas. Ça existe chez à peu près tous les autres mammifères. Ça a été décrit chez beaucoup d'espèces. Ça a été décrit aussi chez certains oiseaux, les anatidés, parce qu'effectivement, il y a un pénis chez le mâle, mais chez les autres oiseaux, c'est juste cloaque contre cloaque, il n'y a pas de pénétration, il ne peut pas y avoir vraiment de reproduction non consentie. Donc c'est quelque chose qui est un champ. Alors, est-ce qu'on peut parler de viol ? Par exemple, dans mon travail que je suis en train de faire sur les publications scientifiques sur ce sujet, parce que c'est un sujet que je trouve intéressant, qui est à la limite de l'histoire naturelle et de la philosophie, en fait, le mot viol n'est jamais utilisé. On va parler d'accouplement forcé. Ce qui est intéressant de ne pas employer le mot viol. Et la grande différence par rapport aux êtres humains, c'est effectivement cette notion de libre arbitre. Parce qu'on pourrait très bien dire, à la lecture de la nature, l'être humain est un mammifère comme un autre, le viol est peut-être légitime. Comprenez ? Ça fait partie de ses comportements. Sauf qu'il y a le libre arbitre. Et le libre arbitre change la perspective de tout ça. Il n'y a pas d'impératif biologique du tout, puisque de toute façon, il y a un autre impératif peut-être aussi biologique, qui est de choisir ce que l'on veut, de choisir le type de comportement. Et dans le cas des animaux, ce qui manque très souvent, ce qu'on a du mal à percevoir, bien plus que l'intelligence, serait cette question-là de libre arbitre. Quel est le libre arbitre véritablement dans le comportement des individus ? Et ça, c'est une matière effectivement intéressante parce que ça permet de sortir du terme d'intelligence pour essayer de voir quelles sont toutes les portes qu'on peut ouvrir à travers cette intelligence-là. Il faut bien voir aussi que j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la protection des animaux. J'ai consacré un livre sur l'histoire de la protection des oiseaux, par exemple.
Et c'est très intéressant parce que depuis presque toujours, et principalement en Europe occidentale, on réfléchit aux animaux comme étant les animaux étant... Il y a une belle expression qui émerge au XVIIIe siècle, qui est l'idée de frères. Alors très souvent de frères inférieurs, mais de frères quand même. Il faut voir que cet intérêt pour établir une sorte de fraternité à l'égard des animaux, d'où cet intérêt pour l'intelligence, parce que ça permet de nous rendre en quelque sorte semblables ou de les rendre semblables à nous. On ne sait pas qui va vers qui, en fait. Est-ce qu'on élève les animaux vers nous? Est-ce qu'on baisse les humains à l'égard des animaux? C'est une question qui agite les philosophes depuis des siècles. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il faut bien voir à quel point ça a été pensé dans une certaine culture, la culture occidentale, et on n'en a pas des exemples dans la culture chinoise, par exemple. La première société de protection des animaux en Europe apparaît... Alors, elle est envisagée à la fin du XVIIIe en Angleterre, elle apparaît dans les premières années du XIXe siècle, en Angleterre toujours, suivie rapidement par les germanophones, les pays au nord de la France un peu plus tard, de façon beaucoup plus limitée. Mais la première société chinoise de protection des animaux, il faut attendre les années 1920-1930 pour qu'elle apparaisse, et encore sous l'action des bouddhistes chinois qui sont végétariens, c'est la seule branche du bouddhisme qui est vraiment végétarienne, et ils s'en servent en fait comme moyen d'action politique. À travers cette question de la protection des animaux qu'ils avancent, c'est un moyen d'action. Au Japon, il faut attendre les années 1970. Donc effectivement, il y a intimement une perception qui est très culturelle de notre rapport à l'animal et à sa protection, le fait que c'est un animal, l'animal est sensible, qu'il a des formes d'intelligence, qu'il faut le respecter. Et il faut bien voir à quel point c'est des éléments qui se nourrissent, et ça va être ma conclusion, dans notre héritage culturel, y compris notre héritage chrétien, ce qui peut paraître très étonnant. Mais effectivement, il y a beaucoup de lecteurs de la Bible qui, dès le XVIIIe, et même un peu avant, mais le XVIIIe, ça devient extrêmement fréquent, qui remarquent déjà qu'Adam et Ève étaient végétariens, ils ne mangeaient pas d'animaux, et que le fait d'avoir l'autorisation de manger des animaux n'arrive qu'avec Noé. Et encore, en des termes très particuliers qui a fait s'interroger énormément de théologiens, Fénelon, par exemple, va s'interroger à cette question, sur cette question-là, parce qu'il semble autoriser sans autoriser tout en autorisant. Ce n'est pas non plus un impératif. Du coup, il y a beaucoup de militants de la cause végétarienne qui, à partir du XVIIIe, des militants chrétiens, vont dire « mais non, relisez correctement la Bible, il n'y a pas d'impératif de domination des animaux. » Même la fameuse phrase de la Genèse « et tu domineras la terre », si on relit le texte original en araméen, on se rend compte que le mot n'est pas le mot dominer à l'origine, c'est prendre soin comme un berger prend soin de son troupeau. Il a dit l'idée vraiment d'être un maître bienveillant. Ça change tout. D'être maître, mais pas le tyran. C'est vraiment ce que l'on entend. Et cette idée de fraternité, par exemple, je connais un texte d'un théologien du XVIIIe qui dit il faut instaurer, alors je simplifie ses propos, une sorte de fraternité. On pourra dire à mon frère aux anges et à ma sœur aux bêtes. Et en fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir s'insérer dans un tissu du vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément noué à notre culture. Et lorsqu'on entend une formulation qu'on entend constamment, et de façon, c'est un leitmotiv, il faut renouer avec la nature, renouer le contact avec les animaux. Là aussi, ça s'explique par notre héritage chrétien, parce que et gréco-latin aussi, mais on va s'intéresser juste à l'héritage chrétien parce que la chrétienté s'est bâtie sur l'idée qu'il existait une terre de félicité, c'était le jardin d'Éden où on vivait en paix, en harmonie, et à partir du moment où il y a eu la faute de commise par l'arrogance de l'être humain, il en a été chassé, et dès lors, ça a été le chaos, ça a été le meurtre. Le meurtre des animaux d'abord, qui a conduit au meurtre des hommes après. Le couteau qui a été plongé dans le sang des uns a permis de le plonger dans le sang des autres. Ça, c'est une lecture qu'on a depuis quasiment la Renaissance.
Donc c'est quelque chose qui nous nourrit. Quand on veut dire renouer, quelque part, c'est l'héritage de cette culture-là qu'on exprime. C'est pas parce que à la préhistoire on avait des relations particulièrement harmonieuses avec la nature et les animaux, ça c'est pas vrai. On avait une relation de domination, on tuait tout ce qui bougeait à peu près, et avec un caractère forcené. Si je peux rajouter juste un truc, mais je suis peut-être un peu longue, je vais juste vous donner un exemple de ce côté de massacre, pas forcément réfléchi. La Nouvelle-Zélande a été colonisée au XIVe siècle. Donc c'est pas très vieux, par les Maoris. Lorsque les Maoris arrivent, il y a des oiseaux assez particuliers qui sont les moas. C'est un ensemble d'espèces et les plus grands moas font 2,50 m de haut. C'était l'oiseau le plus haut de toute l'histoire, je crois, évolutive des oiseaux. Et les moas finissent par disparaître extrêmement rapidement et lorsque les Européens arrivent, beaucoup plus tard, enfin quelques siècles plus tard, il n'y a plus de moas. Et on a découvert des sites de boucherie archéologiques. Et en fait, ces sites de boucherie, vous savez, c'est des sites où les animaux sont débités. Et on le sait parce qu'on a des outils, on a des os, on voit comment les os ont été éclatés, comment la viande a été séparée parce qu'il y a des traces de hachoirs ou d'objets coupants. Donc on a des sites de boucherie. Et on se rend compte que ces sites de boucherie de moa, en fait, il n'y avait que la meilleure partie du moa qui était mangée, le solilès du moa qui devait être quand même une belle pièce, et le reste était jeté. Parce que les Maoris, les ancêtres des Maoris, trouvaient beaucoup plus simple de chasser un moa nouveau pour avoir de la chair fraîche plutôt que de manger ce qui a été chassé il y a 3 jours. Et bien sûr, la plus grande espèce de moa devait compter une population de 700 à 1000 individus. C'était très peu, ça n'a pas résisté. Et cette relation harmonieuse que l'on imagine que nos ancêtres ont eue avec la nature n'a jamais existé. C'est absolument à l'heure. Par contre, cette idée d'harmonie avec la nature, elle est effectivement nourrie par cet imaginaire chrétien, cet imaginaire gréco-latin avec le mythe de l'âge d'or, qui était aussi un âge d'abondance, où les êtres humains vivaient sans travail, sans douleur, sans souffrance, sans guerre, ils étaient aussi végétariens. Et ça, à chaque fois, ça nourrit cette nostalgie dans un passé qui aurait été mieux que notre présent. Mais ce passé n'a jamais existé. Je vous remercie. Merci 1000 fois.